Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Pinet et je suis le fondateur de GoPhoenix. GoPhoenix, c'est une solution pour aider à la reconversion vers les métiers de la tech en 3 temps. Trouver sa voie, trouver sa formation et trouver son premier emploi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric qui s'est reconverti dans la data science et qui habite à Londres. Bonjour Frédéric, Bonjour Jonathan, bonjour à tous. est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et présenter ton parcours en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Frédéric. Je suis aujourd'hui, je travaille aujourd'hui dans une marketing digital par affiliation où je suis data scientist. Je m'occupe des solutions machine learning et intelligence artificielle. Et la question est, comment est-ce que j'en suis arrivé là vraiment? Mon parcours, très certainement, est différent d'un parcours traditionnel, classique qu'on pourrait trouver en France. D'une part parce que j'habite en Angleterre dans un pays libéral et donc les parcours sont en général plus ouverts. Et d'autre part, parce que j'ai choisi des voies totalement différentes. J'ai commencé mon parcours il y a une trentaine d'années, ça va donner mon âge très certainement. J'ai fait donc des études en économie-finance, mais très très tôt dans ma carrière, en fait, je me suis lancé dans le développement informatique. J'ai passé des entretiens, j'ai été accepté dans une grande banque d'investissement qui ont utilisé mes connaissances en finance initialement et qui m'ont appris le métier de développeur, mais je me suis aperçu assez rapidement en fait qu'il fallait que j'apprenne les vraies bases du développement et j'ai fait donc des études, un master en informatique qui m'a pris 5 ans à temps partiel. Et je suis arrivé à un point en fait, après 15 ans de carrière dans la banque, où je me suis posé la question, qu'est-ce qui va m'arriver? J'avais 40 ans à peu près, et je trouvais que mon salaire était élevé, étant développeur à Londres, par définition, et si on me comparait au niveau international, quelle était la valeur pour l'entreprise de me payer moi par rapport à ma productivité, comparé par exemple à un Indien, un Pakistanais, ou bien à des ressources en Pologne, dans les pays de l'Est, qui sont toutes de très très bonne qualité à coût réduit. Donc en fait, je me retrouvais dans une logique presque d'ouvrier de chaîne dans une entreprise. Bien que j'étais ingénieur, mais c'est la même logique, parce qu'on se retrouve sur une logique de prix international. Et à partir de là, je me suis dit, il va falloir que je sorte d'un métier, on dirait un métier à coût pour une entreprise, vers un métier à profit, en fait. J'avais deux voies qui étaient à peu près ouvertes à moi, peut-être plus, mais enfin, je m'étais vraiment focalisé sur deux, c'était la cyberinformatique et la data science. Alors, mon projet a pris à peu près 2 ans à maturer. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais enfin bon, on va essayer de comprendre. Voilà, mûrir plutôt. Voilà, on y est, à mûrir. Par le truchement de mes connexions, j'ai réussi à rencontrer une personne assez haut placée en cyberinformatique à Londres, dans un grand cabinet de conseil. On a passé 1 heure à discuter de ma carrière et j'en suis arrivé à la conclusion que même si c'était un champ qui était très intéressant, ce n'était pas pour moi. Certainement pour beaucoup d'autres, mais pas pour moi. Et donc, ce qui était le plus rapproché avec mes compétences, c'était la data science, parce que ça mélange vraiment plusieurs mondes. Le monde du business, parce qu'il faut être capable de s'exprimer et de trouver des stratégies à des problèmes d'entreprise. Ça mélange l'informatique, parce faut quand même avoir des connaissances informatiques assez importantes. Et ce qu'il fallait que j'apprenne, en fait, c'était la statistique, le machine learning, l'intelligence artificielle. Mais en fait, j'avais qu'un petit bout à apprendre comparé à tout le reste. Vers 40 ans, je suis retourné à la faculté. J'ai fait un autre master en intelligence artificielle, comme s'il m'en manquait sur mon CV. Et en fait, j'ai trouvé un métier, enfin, je veux dire, un job assez rapidement. J'ai rejoint une banque commerciale pendant 3 ans. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans les startups et je me retrouve aujourd'hui dans une forme de startup, on va dire. Super intéressant. Ton parcours montre bien qu'il y a un besoin d'apprendre tout au long de sa vie. Tu avais un poste de développeur que beaucoup pourraient considérer comme sûr ou sécuritaire, mais dans le nouveau monde d'aujourd'hui, faut toujours rester à l'écoute du marché, des tendances et voir comment on peut sécuriser son avenir. Toi, l'impulsion vers la reconversion, ça venait justement d'un besoin de sécuriser ton avenir ou d'une envie d'évoluer vers autre chose? Comment est-ce que qu'est-ce qui a été l'impulsion de ta Oui, reconversion? oui, 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 oui. Disons que naturellement, il aurait fallu que je progresse vers des métiers à responsabilité. Donc, étant développeur, j'avais été chef de projet déjà à l'époque, des choses comme ça. Mais j'avais vu très rapidement qu'en fait, manager des hommes, c'est pas quelque chose qui m'intéressait en fait. Mais naturellement, dans les entreprises, quand on tombe sur des développeurs qui ont pas mal d'expérience, ce qu'on veut faire, c'est les rendre chefs de projet en fait.
Et on peut très bien comprendre la logique parce que ils ont de la bouteille, et ils connaissent tous les petits problèmes qui peuvent arriver sur un projet et par conséquent sont certainement les mieux placés pour les traiter. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on veuille le faire. La question est toujours là. Et au lieu d'évoluer de manière verticale, je voulais évoluer de manière horizontale. Et il y a des avantages et des inconvénients à faire ça. L'avantage, c'est que ça me plaisait. L'inconvénient, je pourrais peut-être en parler plus tard. Et donc, sauf à ne rien faire, je serais resté donc développeur et il y avait une chance qu'à cause de ce que je parlais, de la compétition internationale, je me retrouve en dehors du marché vers l'âge de 45-50 ans, vraiment là où on ne veut pas être en dehors du marché. Et donc, pour éviter ce problème-là, pour sécuriser, exactement comme tu disais, pour faire une opération de couverture dans les marchés financiers, j'ai préféré investir avant que ça m'arrive dans une technologie, on va dire, émergente à l'époque, qui me permettait comme ça de me retrouver à un niveau relativement compétitif pour suffisamment longtemps. D'accord. Et donc, tout à l'heure, tu évoquais deux pistes pour ta reconversion, la cybersécurité et la data science. Est-ce que tu en as considéré d'autres ou tu voulais vraiment rester dans un domaine proche de tes compétences? Non, c'était vraiment les deux qui m'intéressaient le plus, que je voyais que c'était les deux les plus émergentes dans les 10 prochaines années. D'accord. C'est ça que je recherchais en fait. Et comment tu as identifié que la cybersécurité n'était pas pour toi? Tu as eu cette Ouais, discussion. ouais, T'es- c'est une bonne question. En fait, dans la cybersécurité, il y a peu de programmation, à part à un niveau très élevé, doctoral, mathématicien, pour trouver les nouveaux algorithmes, etc., les clés d'encryption, mais il y a énormément de connaissances réseau que je n'avais pas. Je ne suis pas une personne qui a fait du réseau. Donc, il aurait fallu que j'apprenne tout le réseau. Il aurait fallu que je fasse initialement un métier, parce que justement, j'en avais discuté avec cette personne-là, qui ne m'intéressait pas plus que ça, parce que je voulais faire beaucoup de programmation, en fait. Et comme il n'y en avait pas énormément dans cette branche, c'était pas trop forcément mon truc, tout simplement. Donc, la data science me permettait de faire beaucoup de programmation en base de données, de programmation Python, pour créer des logiciels en fait qui répondent à un besoin de business. Donc oui, à l'inverse, la data science a un peu plus de programmation et était plus proche de ce que Ça, de tes de ce que j'avais fait, de mes compétences tout simplement. Donc, j'étais un petit peu paresseux de ce côté-là. Bien, il faut pouvoir capitaliser Sur 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 ces forces. et donc, tu as mentionné que tu as fait un master pour te reconvertir. Comment ça s'est passé? Ouais. Comment était le retour à l'école à 40 ans? Ah, super, j'ai adoré. J'ai adoré voir les petits étudiants de 20 ans en train d'essayer de s'organiser, parce que s'il y a bien une chose qu'on apprend lorsqu'on travaille, c'est l'organisation. Donc, avant de refaire cette reconversion, je m'étais déjà posé la question, est-ce que ça vaut le coup de faire un master? Parce qu'il y a un coût, surtout dans les pays libéraux, ça coûte beaucoup plus cher qu'en France. Et j'avais une famille, il fallait bien que je me paye mes traites, etc. Donc, je me suis retiré du marché pendant un an. Donc, il a fallu que je prépare le budget. Et avant de faire ça, pour préparer mon coup, ce que j'ai fait, deux choses. Je me suis informé sur le marché. Donc, j'ai parlé à beaucoup d'agents pour savoir quel était le niveau qui était en demande. Et c'était à l'époque, il y a 5 ans, minimum master et mieux un doctorat, ce sera encore mieux en fait, parce que surtout à l'époque, il y avait énormément de projets de R&D, donc Research and Development, et pour ça, il faut avoir un doctorat plutôt. Donc la barre minimum à l'époque, c'était pas les cours Coursera, c'était pas Udacity, c'était pas toute cette offre, qui est très intéressante, mais c'était pas suffisant pour mettre un pied à l'étrier à l'époque. Donc, ce que j'ai fait, j'en ai fait beaucoup des cours Coursera, des cours Udacity, pour préparer mon master. Parce que D'accord. quitte à investir un an, un, je voulais être sûr que ça allait me plaire. Et deux, je voulais maximiser mes notes pour avoir les notes maximum, en fait, parce qu'il faut, dans un système libéral, c'est bien d'avoir un diplôme. C'est important d'avoir une très bonne note à son diplôme, contrairement à la France, parce que le système fonctionne un peu à l'inverse. Mais peu importe. Donc, je suis ressorti avec une mention très bien, c'est ce que je voulais, avec une publication dans un journal officiel aussi en intelligence artificielle. Mais pour arriver à ce niveau-là, il a fallu que je me prépare énormément en amont. Et c'est ce que j'ai fait pour maximiser en fait mes chances à la sortie. Et ça a payé. Super. Et à la sortie, du coup, comment ça s'est passé pour la recherche d'emploi? Alors, alors, à la sortie, j'ai été surpris par un phénomène auquel je ne m'attendais pas. Lorsqu'on lit beaucoup de magazines spécialisés de business ou même d'informatique, on nous dit faites de la reconversion, c'est très bien, vous allez voir pour votre carrière, etc. On a des besoins dans ces domaines. Maintenant, quand on se frotte au marché réel, on peut se retrouver dans une situation, dans une forme de no man's land. Ça peut arriver et ça m'est arrivé à moi parce que dans mon cas particulier, j'avais 20 ans d'expérience en tant que développeur, Hmm. donc j'étais senior.
Mais en même temps, j'étais junior en data science. J'avais vraiment touché un vrai projet, à part des projets d'université, évidemment. Donc, les ressources humaines étaient un petit peu perdues là-dedans. Quel salaire devait-elle me donner? Quelle responsabilité devait-elle me donner? Donc, j'ai dû accepter, et là je vais être complètement franc, une baisse de salaire extrêmement importante. J'ai divisé mon salaire par deux pour pouvoir repartir, on va dire, à zéro. Alors évidemment, mon salaire a augmenté après, c'était le but aussi, hein, mais il fallait accepter cette première marche parce que de toute façon, si je n'avais pas accepté, j'aurais très certainement eu un problème de toute façon vers l'âge de 50 ans et je me serais retrouvé dans du chômage long, comme on le connaît, c'est la pire des choses. Donc, il valait mieux, pour moi en tout cas, dans ma logique, accepter une retraite pour gagner la guerre de long terme, en fait. Intéressant. Donc, ouais, effectivement, quand on est en reconversion, a fortiori quand on a pas mal d'expérience, il y a ce paradoxe d'une Oui, expérience un peu longue, mais d'être un peu plus junior sur son poste. c'est Euh, ça. on repart pas tout à fait de zéro, étant donné qu'on a une expérience et des compétences à valoriser, mais c'est pas forcément facile pour les recruteurs Ils n'ont de pas encore l'habitude de ce type de profil, excuse-moi de t'avoir coupé. Et donc, il faut vraiment bien se préparer au niveau de l'argumentaire lors des entretiens. Et surtout, comme on arrive quand même à 40 ans et ça se voit, on commence à avoir des cheveux gris, il faut bien appuyer sur le fait qu'on soit flexible. Et dans mon cas, c'était relativement simple. Je pouvais le prouver à travers mon CV, à travers le fait que je m'étais remis à passer des diplômes tout au long de ma vie, plus énormément de cours semi-professionnels sur le côté, ce qui permettait d'appuyer cet argument-là. Mais c'était quand même pas évident à vendre, je dois l'avouer. et comment y es parvenu? À force de faire des entretiens, à force de voir où est-ce que les gens tiquaient, enfin ce qu'ils appréciaient moins. Il y a par exemple aussi, ça c'est très particulier, mais parce que je venais de la banque, surtout de la banque d'investissement, il y a une startup qui m'a dit, mais vous ne savez que travailler de toute façon que dans des environnements où il y a du marbre au mur et des moquettes épaisses au sol. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une startup. J'étais là, oui, en effet, je ne sais pas ce que c'est qu'une startup, mais j'ai eu mes difficultés aussi qui peuvent être complètement transférables. Mm. Donc, il faut savoir s'adapter aux entretiens et adapter ensuite, à travers cet entraînement, son argumentaire pour ensuite trouver celui qui fait mouche. Et en général, ça prend, je dirais, entre 5 et 10 entretiens pour vraiment bien s'aiguiller et puis pour devenir ensuite imbattable parce qu'on a déjà la réponse à toutes les questions. C'est top. Bah, tu as rejoint ce podcast parce qu'effectivement, tu en as écouté d'autres. Qu'est-ce qui t'a plu dans les autres témoignages sur... Oui, alors oui, exactement. J'en ai écouté deux récemment et je continuerai d'écouter les autres qui vont arriver parce que je suis branché sur LinkedIn avec toi, donc je reçois les petites updates, ce qui est super. Donc, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est en fait de voir que, je ne suis pas le seul sur la planète à faire des choses qui sortent des sillons qui sont battus, du style business school à la française ou école d'ingénieur, qui sont d'ailleurs très bien, il y a rien à en redire, mais on peut aussi arriver à faire une carrière très épanouissante en sortant, en prenant des risques. Et ce qui m'intéresse aussi dans les podcasts, c'est de savoir qu'est-ce que les autres ont fait, quels ont été leurs choix, quelles ont été leurs logiques, parce qu'elle est très certainement différente de la mienne et elle est très certainement très bonne aussi, mais vue d'un autre angle. Et quels ont été leurs choix dans leur type de reconversion, enfin je veux dire au niveau des cours qu'ils ont pris en fait, parce que je suis toujours intéressé par ça. Je suis intéressé par les écoles et je vois qu'il y a eu dans les 10 dernières années une transformation très forte de l'offre sur le marché français, sur une forme d'apprentissage où même les grandes écoles et les universités commencent elles aussi à mettre la main à la pâte. Et il serait temps, je dirais, parce que franchement, il faut qu'on le fasse. Mais aussi beaucoup d'instituts, on va dire, qui viennent de Microsoft ou d'autres grandes entreprises qui vendent ce type de produits. Et je crois que c'est très bien. Et c'est très bienvenu, parce qu'on ne peut pas avoir une poche énorme de demandes d'emploi et une poche d'offres tout aussi énorme et ne pas pouvoir transvaser l'un vers l'autre. C'est ridicule. Mm. Ce qui est intéressant, c'est aussi que tu as démarré ta formation en France, puis ensuite tu as déménagé en Angleterre. Avec le recul, quelle différence est-ce que tu vois entre la formation, le recrutement en France et en Ouais, Angleterre? ouais. Alors j'ai fait des études franco-britanniques à la base, donc c'était pour moi beaucoup Ah, plus d'accord. simple de migrer vers l'Angleterre. Mais
j'ai migré vers l'Angleterre parce que j'étais assez déçu en fait de l'attitude française à l'époque, ça a peut-être changé, mais là on parle d'il y a à peu près 30 ans, envers les étudiants qui sortaient de la faculté, comparé à ceux qui sortaient des écoles d'ingénieurs et écoles de commerce. Mm. Donc c'était un des, ça s'appelait un IUP en fait, un des premiers diplômes d'universitaire professionnel au bout de 4 ans qui te donnait un niveau de maîtrise. Mais une fois que tu te retrouvais sur le marché, en fait, en France, tu étais vraiment relégué à la dernière place, les entretiens n'arrivaient pas, etc. Alors que je n'ai pas vu ça dans les pays anglo-saxons, qui sont beaucoup plus méritocratiques, basés sur tes compétences plus que sur d'où tu viens. Et bien que ce ne soit pas complètement vrai au top du top, mais de manière générale, pour le commun des mortels, on peut vraiment trouver sa place à partir du moment où on met suffisamment de travail et suffisamment de volonté. Très bien. Effectivement, je pense que c'est une certaine mentalité, une culture qu'on peut retrouver en France. Les lignes bougent, on le voit avec le sujet de la reconversion, mais il y a encore du chemin à faire. Oui, Euh, c'est ça. mais peut-être aussi en Angleterre, où tu as été confronté à à ce Bah, type d'éducation en sortant de formation. Pas vraiment en fait, non, parce que au contraire, lorsque j'ai commencé ma formation de développeur en Angleterre, j'avais absolument aucune formation du tout de développeur. Donc ce qu'ils ont remarqué, c'était que j'étais capable d'apprendre. Et très vite, ils m'ont donné des responsabilités. Et j'ai appris tout sur le tas en fait. Bon, évidemment, je ne travaillais pas aux 35 heures par semaine, j'étais plutôt à 90 heures par semaine pendant plusieurs années, hein. Je posais pas de questions et je faisais ce que j'avais à faire. Mais et à un moment donné, il faut se poser la question, si on veut y arriver, c'est un petit peu comme les joueurs de l'équipe de France, il faut y aller, quoi. Je veux dire, il faut s'entraîner, c'est des heures de travail, et il faut faire un choix. Et c'est le choix que j'ai fait. Et les économies libérales, en général, il y a toujours des exceptions, mais en général, sont en ligne avec ce type d'état d'esprit et aident les gens qui veulent y arriver. Dans une certaine mesure, il faut beaucoup s'aider soi-même, mais il n'y a pas il y a moins, on va dire, de barrières à l'entrée. D'accord, très bien. Un dernier mot pour conclure. Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui envisagent une reconversion, peut-être dans la quarantaine, a fortiori? Alors, dans la quarantaine a fortiori, bien réfléchir, surtout à ce que j'ai dit initialement, parce qu'il peut y avoir des barrières à la sortie de la reconversion. Choisir un domaine qui sera viable, alors si on veut travailler en France, on va dire, sur la durée. Euh, Parce que bon, si on a 40 ans, il faut qu'on travaille jusqu'à grosso modo 67 ans, quelque chose comme ça. Donc, il faut que ça tienne à peu près sur 30 ans. Donc, c'est difficile, évidemment, à prévoir sur 30 ans, déjà 10 ans à l'avance. Euh, Prendre une reconversion où peut-être euh, on puisse se reconvertir encore, c'est-à-dire pas prendre quelque chose de trop général, mais prendre quelque chose de plutôt un petit peu scientifique, un petit peu avec de l'informatique, euh, parce qu'il va falloir se reconvertir. Si on compte travailler tard, surtout, pour moi, une reconversion, je crois que ça dure à peu près une dizaine d'années. Ensuite, il faut peut-être penser à en refaire une, peut-être, pas forcément, mais au moins y penser. Donc, toujours être sur le qui-vive, toujours être à l'écoute du marché. Et au moment où le marché ne tient plus, parce qu'on a pris une décision, mais malheureusement, ce n'est pas la bonne, ça peut arriver, ne pas hésiter à se remettre en question et à recommencer le chemin, s'il faut. Frédéric, un grand merci pour ton témoignage. Merci à toi.